Bonjour Francis Wurtz. On a le plaisir de lire votre article dans le tout nouveau numéro de La Pensée, dossier qui s'appelle Turbulence européenne et votre article s'appelle L'UE face au choc géopolitique. Alors, trois questions comme c'est de coutume dans ces petites capsules vidéo. Tout d'abord, l'Union européenne a connu ces dernières années des chocs géopolitiques depuis l'élection de Trump jusqu'au déclenchement de la guerre russo-ukrainienne. La gestion de ces chocs n'a pas été et n'est toujours pas quelque chose d'aisé pour elle. Oui, le principal choc c'est un véritable séisme, c'était l'élection de Donald Trump, dans la mesure où ça ne s'était jamais produit qu'un président des États-Unis traite l'Union européenne d'ennemi, dise que l'OTAN était obsolète et surtout laisse entendre qu'il pourrait ne pas porter secours à un pays membre de l'OTAN s'il était agressé. Il vérifierait d'abord, disait-il, que le pays en question a bien placé au niveau requis les dépenses d'armement, de défense, c'est-à-dire au minimum 2% de son produit intérieur brut. Donc, il a en quelque sorte brisé un tabou monumental. Et ça avait conduit, y compris quelqu'un comme Angela Merkel, qui était atlantiste parmi les atlantistes, à dire que les choses avaient changé et qu'il fallait maintenant prendre le destin de l'Europe entre nos mains. Et bon, une réflexion s'était à peine engagée, parce que c'est très lourd ce genre de conversion, que Joe Biden a été élu et que tout le monde s'est rassuré et aligné comme jamais sur l'OTAN et sur Washington. Et donc, ça pose quand même la question de la vision un peu traditionnelle qui était véhiculée dans les cercles dirigeants français de l'autonomie stratégique européenne et dont certains saluaient l'avènement d'une Europe géopolitique. Oui, encore que il ne faille pas se faire trop d'illusions sur la position française en matière d'autonomie stratégique, parce que les dirigeants français l'ont X fois rappelé, ils placent cette fameuse autonomie dans le cadre de l'OTAN. Mais c'est déjà trop pour un certain nombre de leurs partenaires majoritaires dans l'Union européenne, sinon très majoritaires, qui ne veulent surtout pas faire d'ombre aux États-Unis et à l'OTAN et veulent un alignement simple et complet. Donc, le, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, avait essayé de trouver une synthèse, faire une synthèse entre ces deux positions, et il avait un peu laborieusement élaboré un concept un peu bizarroïde qui est celui de l'autonomie stratégique pragmatique. Qui a-t-il expliqué en citant le ministre allemand de la Défense, comme ça il était sûr d'être couvert, qui disait que si les Européens prennent au sérieux leur défense, c'est-à-dire consacrent au moins 2%, sinon certains disent même 3% de leur PIB à la défense, si on prend notre défense au sérieux, nos dépenses de sécurité en quelque sorte au sérieux, alors les Américains feront de même, c'est-à-dire respecteraient le fameux article 5 du traité de l'OTAN. Ça n'a évidemment plus rien à voir avec l'autonomie stratégique. Euh, voilà, je pense que on en est là pour le moment. Alors sur le côté plutôt Europe géopolitique avec plein de guillemets, les 27 sont à peu près unis sur le cas de l'Ukraine. Ils le sont beaucoup moins sur celui de ce qui se passe à Gaza. On peut le dire. D'abord sur la conception de l'Europe géopolitique. C'est un mot valise hein, dans lequel on met ce qu'on veut.
Ça avait été lancé par Ursula von der Leyen quand elle a, dans son discours d'investiture. Et je me demande si ça ne lui avait pas été soufflé par Emmanuel Macron, qui est pour beaucoup dans sa nomination. Euh, euh, dans, 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 dans son esprit, ça voulait dire jouer un grand rôle sur la scène internationale et elle est aujourd'hui ravie. Elle le dit, que pour la première fois, l'Europe est engagée dans une guerre indirectement avec les livraisons d'armes à l'Ukraine. D'ailleurs, elle n'est pas la seule. Charles Michel, qui est le président du Conseil européen, a dit la même chose. C'est la première fois, se félicite-t-il, que l'Europe livre des armes létales à un État extérieur. Formidable. Alors, sur le Proche-Orient, effectivement, c'est le grand écart. Entre l'Espagne ou l'Irlande, qui viennent de reconnaître l'État palestinien, qui de toute façon s'était positionné de façon très favorable à la cause palestinienne, s'était également félicité de la position du procureur de la CPI, d'un côté, et de l'autre côté, le chancelier allemand qui avait dit au début de l'offensive israélienne à Gaza qu'il avait toute confiance et aucun doute dans le respect du droit humanitaire par l'armée israélienne, qui est une armée très humaine euh, et qui a critiqué la décision de la CPI, enfin plutôt du procureur de la CPI, en disant qu'on ne pouvait pas nier le droit d'Israël à se défendre. Et il l'a dit au mois de mai de 2024. Donc, quand on savait déjà tout ce qui s'est passé concernant le droit de se défendre. Et puis, la République tchèque, par exemple, le ministre, ou la ministre plutôt, de la Défense de la République tchèque a proposé que la République tchèque quitte l'ONU parce que l'ONU est aux côtés des terroristes. Donc là, il est totalement inutile de chercher à faire une synthèse. Il faut prendre acte d'une divergence phénoménale entre les pays et que chacun prenne ses responsabilités. Merci Francis. Donc pour les lecteurs de la revue La Pensée, soit en la commandant auprès de la Fondation Gabriel Péry pour la version imprimée, soit en la consultant sur Cairn, eh bien, ils pourront lire les détails de ce que ici on a fait qu'esquisser. Merci Francis. Merci.